Cette fois-ci, l'arbre paysan, j'aime bien cette expression, et la biodiversité, les mammifères, les amphibiens, les reptiles. Bon, le gibier, allez, pour Sophie Morin au NCFS, et puis les ravageurs de culture pour Jean-Pierre Sartou, ENSAT, INRA. Est-ce que l'agroforesterie, est-ce que le gibier, la chasse peut être un argument pour développer l'agroforesterie, pour aider les agriculteurs à faire attention à leurs arbres et à les mieux tailler? Excusez-moi, je vous interromps. Il y a Étienne Berger qui est arrivé. Ah, vous êtes là? Mais je ne savais pas. Mais venez. Donc c'est à vous de poser les questions. Qui était notre questionnant. Non, mais alors vous allez aller là. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez arrivé. Donc, Étienne Berger. Non, association Bocage Pays Branché. Mettez-vous là, comme ça on vous verra bien. Donc, oubliez la question que j'ai posée. Vous pourrez la poser après. Mais je la poserai pas, vous inquiétez pas. On vous écoute. Présentez votre association peut-être. Donc, je m'appelle Étienne, je travaille dans une association qui s'appelle Bocage Pays Branché, qui se situe dans le nord de Sèvres, qui travaille assez généralement à la valorisation du paysage de bocage, dans toutes ses composantes, agricoles évidemment, et puis la haie bocagère, le maillage bocager, la biodiversité. Voilà, très rapidement, très bien. Avec des axes d'animation, de formation, d'expertise. Voilà. Et je suis chargé de poser quelques questions, donc à Sophie et à M. Sartou. La première, c'est de comprendre et de savoir s'il y a des formes de bocage et de haies, des types de haies, qui vont être plus intéressants, ou des formes d'agroforesterie, par rapport à la biodiversité. Donc qui vont, entre guillemets, être facteurs de plus de biodiversité, donc, soit effectivement sur des cortèges de biodiversité type synégétique, mais peut-être aussi sur des cortèges de sol, donc liés à l'agronomie. Alors, la question est pour vous deux, je crois. Oui. Alors, je voulais préciser qu'à mon niveau, à l'ONCFS, je travaille plus spécifiquement sur le bocage, donc non pas sur l'agroforesterie au sens large, donc je parlerai de ce que je connais le mieux. En ce qui concerne les haies, à l'ONCFS, on les voit sous l'angle donc en tant qu'habitat pour la faune sauvage, et historiquement, on s'intéressait plutôt à des espèces gibier, les grands turdidés, les colombidés, et quels étaient les lagomorphes aussi, et à savoir quel type de haie allait favoriser ces espèces-là. Et puis ces dernières années, on s'est intéressé progressivement aux amphibiens, aux reptiles, pour justement essayer d'appréhender quelle gestion de la haie va le plus favoriser la biodiversité et des bocages. Donc la haie, on la voit comme un milieu qui remplit différentes fonctions écologiques. Ça va être un site d'alimentation pour les colombidés, notamment la tourterelle des bois, qui est un oiseau classé vulnérable, un gibier, classé vulnérable l'année dernière par l'IUCN, qui apprécie beaucoup les haies hautes. Et qui niche en hauteur dans les haies et particulièrement dans la strate arbustive. Donc la strate arbustive est importante. La haie, c'est aussi un abri pour la faune sauvage, un gîte. Par exemple, on peut trouver des genêtes dans les arbres têtards, les arbres creux. On a aussi la haie constitue aussi un lieu de nourriture, d'alimentation, un garde-manger pour les oiseaux en hiver particulièrement. Les grands turdidés vont consommer en automne des pruneliers, de l'aubépine, des mûres, les fruits, je voulais dire les fruits de ces essences-là. Et au mois de décembre, lorsqu'il n'y a plus de ressources alimentaires, ces espèces vont se reporter sur du lierre ou sur de l'églantier, par exemple. Donc on identifie comme ça certaines essences comme étant importantes pour la faune sauvage et notamment pour les oiseaux. Et puis enfin, pour nous, ce qui paraît être important, c'est qu'elles soient interconnectées entre elles parce qu'elles ont fonction de corridor dans le paysage. Donc j'en viens aux formes de haies qui nous semblent les plus favorables à la faune sauvage. C'est une hétérogénéité au sein de la haie, des haies qui soient multistrates, un peu comme un HLM qui puisse accueillir des animaux à tous les étages, au niveau de leur ourlet herbacé, donc qui est souvent absent sur les haies. Au niveau de la strate arbustive, avoir une strate arbustive très développée
et voilà, non pas taillées au carré comme on peut voir parfois. Ça va être plutôt défavorable aux oiseaux et à leur nidification. Et des haies qui soient suffisamment larges aussi. Les haies rideaux, on va avoir du mal à imaginer un nid s'installer à l'intérieur. Et puis donc une strate arborée également. Donc on va faire la promotion des haies multistrates, mais en se disant qu'à l'échelle du paysage, c'est bien d'avoir une variété de formes de haies néanmoins. Si elles ne sont pas taillées drastiquement, ça va contribuer quand même à accueillir une diversité d'espèces. Ce qui importe, c'est d'avoir des continuités, quelle que soit la taille de la maille finalement, même si on a des références comme le bocage bressuret qui est très riche en matière de biodiversité, on a 125 mètres linéaires à l'hectare environ. Voilà, que les haies soient interconnectées entre elles, qu'elles soient interconnectées par rapport à d'autres systèmes agroforestiers, interconnectées avec les arbres isolés, l'agroforesterie intraparcellaire, les lisières forestières aussi peuvent constituer des continuités avec nos haies dans les paysages bocagers. Donc voilà, c'est ça un peu le message, c'est de la connectivité écologique, un entretien qui développe les différentes strates des haies et également avoir des zones de cache et d'abri en pied de haie si on monte des projets, garder les pierres, garder des souches, c'est bien notamment pour les reptiles. Et j'insiste vraiment sur la bande enherbée qui favorise la nidification des perdrix, l'accueil des reptiles. Voilà. Pour ma part. Merci beaucoup de m'avoir facilité le travail parce que je vais pouvoir plus rien à dire. ainsi dire exactement, j'ai quasiment plus rien à dire. En ce qui concerne les ravageurs de ravageurs, alors la formule est belle, je vais préciser un petit peu. Bien sûr. Les prédateurs et parasitoïdes de ravageurs, c'est une partie des auxiliaires, et puis il y a une autre partie, ce sont les pollinisateurs. Eh bien en fait, de façon très simple, pour l'ensemble de cette biodiversité fonctionnelle qui rend service à la production agricole, les principes de base sont les mêmes. Ils sont les mêmes, on peut peut-être juste rajouter quelques spécificités. C'est que lorsque l'on choisira des essences à mettre en place dans les haies, ou alors lorsqu'on gère une haie en place, il faut quand même essayer d'éviter les essences qui vont héberger des phytophages, donc des insectes phytophages qui sont susceptibles ensuite d'aller sur les cultures. C'est le cas par exemple de la viorne boule de neige, qui est l'hôte primaire d'hivernation donc du puceron de la févrole, puceron noir de la févrole, enfin de la fève c'est pareil, voilà, Apis fabae. Après il y a quelques autres exemples, mais c'est le cas aussi du fusain. Le fusain également est hôte d'hivernation, donc hôte primaire d'Apis fabae, le puceron noir de la fève. Voilà, mais c'est vrai que ces cas-là sont relativement rares, et au contraire, il existe pas mal d'espèces qui ont des phytophages qui leur sont inféodés, ou plus ou moins inféodés à un groupe, par exemple le puceron sur la lisier terminale, il va plus ou moins être inféodé au sorbus. Donc voilà, en aucun cas on va le retrouver sur des plantes cultivées. Eh bien ça vaut le coup d'essayer de favoriser ces espèces ligneuses, qu'elles soient arbustives ou arborées, qui ont leur propre phytophage. L'arbre de Judée par exemple, enfin, il y en a plein, le noisetier aussi a son puceron spécifique. L'aulne glutineux, bon dans les haies c'est plus difficile, l'aulne glutineux parce qu'il y faut de l'eau, mais Christian pourrait peut-être apporter des précisions là-dessus, mais l'aulne glutineux il a 2 pucerons, un psylle spécifique, voilà, il y en a pas mal comme ça. Le lierre a aussi son puceron spécifique, et tous ces cas-là, ça correspond à des nurseries qui permettent aux auxiliaires de se multiplier, mais en aucun cas aux phytophages ensuite de passer sur la culture. Étienne. Oui, alors on avait une autre question qui poursuit un petit peu la discussion. Du coup, on a parlé effectivement de maillage existant, de biodiversité qui peut être présente en fonction des formes de l'arbre. Est-ce que sur des actions de recréation de ce maillage, de plantation, on a des études, on a des constats qui ont été mesurés et qui peuvent être rendus justement à ceux qui plantent, qui sont sans doute assez présents, j'en fais partie, et qui peuvent permettre, nous, d'appuyer
l'intérêt de la biodiversité pour la production agricole notamment, et donc l'intérêt de remettre en route des politiques de plantation d'arbres dans le paysage. Alors, par rapport à mon domaine, en fait, il y a peu de publications qui portent sur de la restauration de milieux bocagers à travers des plantations et l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. Au niveau du pôle bocage de l'ONCFS, on a travaillé avec un agriculteur en partenariat avec notamment Étienne de Bocage Pays Branché, la Fédération des chasseurs. Donc on a accompagné un agriculteur pour replanter 4 km de haies. Il voulait reconstituer un bocage chez lui parce on avait une sorte de désert au milieu du bocage et il s'installait en élevage. Il ne pouvait pas concevoir de faire de l'élevage sans haies. Donc on l'a accompagné année après année sur 4 ans environ. Et on a restauré un bocage en recherchant une diversité d'essences, dans le choix des essences, on a veillé à ce qu'on ait un étalement de la floraison dans le temps et de la fructification également. Donc on a aujourd'hui réimplanté donc un vrai maillage bocager sur cette exploitation et on suit les oiseaux au niveau de l'ONCFS avec la Fédération des chasseurs. On n'a pas encore de signal bien clair, quoiqu'on n'a pas encore conduit des analyses sur les dernières années. Mais par contre, on a vu les reptiles, dans un premier temps, recoloniser les haies les plus jeunes. Et maintenant, on commence à avoir un maillage qui est fonctionnel et qui a l'aspect d'un bocage assez naturel, entre guillemets, même si ce n'est pas un milieu naturel. Et en ce qui vous concerne, Jean-Pierre ? Alors, c'est vrai qu'en recherche, on est toujours très pressé. Lorsqu'on fait faire une thèse à un étudiant, au bout de 3 ans, il faut avoir des résultats, ce qui fait que attendre de voir l'effet d'une haie plantée sur la biodiversité, c'est relativement risqué pour le thésard. Donc, je ne connais pas honnêtement de travaux de recherche qui ont été spécifiquement menés pour voir l'effet d'une restauration écologique d'un bocage. Ceci dit, on a quand même des éléments à apporter à cette question, et je cite souvent le cas d'un agriculteur de l'Aisne qui est monsieur Jacques Hicter, qui dans les années 80, milieu des années 80 a reconstitué le bocage chez lui, a mis de l'agroforesterie, il a divisé ses grandes parcelles en parcelles plus petites, mais il ne voulait pas revenir à des toutes petites parcelles de 1 hectare ou 2, donc en fait ces parcelles sont très longues, mais elles sont relativement étroites, elles font 150 mètres à peu près de large. Des sous-parcelles constitutives de plus grandes parcelles. Il a replanté des haies, des buissons, il a mis en place des bandes enherbées, etc. Pourquoi il l'a fait ? Il a fait tout ça pour faire revenir le gibier. Oui, donc en fait je le connais. Voilà. je suis en train de m'en rappeler. D'accord. Et en fait, ce que Sophie disait tout à l'heure, le gibier, toutes leurs actions destinées à faire revenir la biodiversité en général, en partie le gibier, ça marche. Mais ça marche en partie parce que les insectes d'abord reviennent, parce qu'il s'agit pour beaucoup d'espèces insectivores, y compris chez les reptiles, les amphibiens, etc. Mais chez les oiseaux, évidemment. Et donc M. Hicter a fait ça pour faire revenir le gibier, ça a marché. Et ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que les auxiliaires aussi sont revenus. Et finalement, par rapport à la situation antérieure, il a beaucoup plus de carabes, de cire, énormément de... il y a des suivis qui ont été faits par l'équivalent de l'ONCFS, mais en Angleterre, qui est le Wildlife Conservancy Trust, qui a chiffré tout ça. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il ne met plus d'antilimace dans ses parcelles et il fait un antipuceron, un apicide, 1 année sur 4, 1 année sur 5. Et en termes d'économie, ça lui fait économiser chaque année en non-achat d'insecticides et d'antilimace. Ça lui fait économiser, parce qu'il a une grande exploitation, 16 000 € chaque année. Économie nette. Et s'il déduit de cette économie la charge de l'entretien, parce que quand même il entretient évidemment ses haies, etc. Et je vais terminer en reparlant un tout petit peu d'entretien. Le bénéfice net est de 5 000 €. Et je ne parle pas des droits de chasse qu'il vend chaque année aux chasseurs qui viennent tuer du gibier chez lui. Ça, j'en parle pas, mais on m'a dit que c'était aussi très, très bénéfique. Et en plus, il laboure plus. Exactement. Il fait du sous-solage 1 fois par an et c'est tout. Oui, et encore. Il est en TCS en tout cas, oui. Ouais. Et il décompacte de temps en temps, mais de moins en moins. Et je voudrais terminer sur une petite remarque en matière d'entretien des haies. Il est important,
Ça peut sembler être un détail, mais c'est important. Les Anglais ont démontré qu'il vaut mieux entretenir les haies avec un lamier plutôt qu'avec une épareuse, de façon à ce que la végétation, les tiges soient coupées et une coupe nette, et non pas broyées avec des filaments qui pendent et qui bouchent l'entrée de la tige, alors que lorsqu'elles sont coupées de façon nette avec une lame bien tranchante, la tige apparaît en coupe transversale, ce qui fait que les insectes accèdent à la moelle lorsqu'il y a une moelle, et les insectes rubicoles, alors rubicole, rubis ça vient de rubus, la ronce, parce que la ronce a de la moelle comme ça. Alors justement dans les haies, lorsqu'il y a de la ronce, c'est intéressant de les couper net, comme ça les insectes attaquent la moelle, creusent un tunnel, ces insectes rubicoles, et pondent à l'intérieur. Et c'est notamment le cas d'une sous-famille de la famille des Sphécidés, la sous-famille des Pinfredoninés, s'il y a des entomologistes ici, qui sont des petites guêpes qui sont prédatrices, je dis bien prédatrices et non pas parasitoïdes, prédatrices de pucerons, donc elles capturent des pucerons, elles les paralysent, mais elles ne les tuent pas, elles les stockent dans ces tunnels creusés dans la moelle des végétaux et elles pondent un œuf. Alors tant de pucerons par œuf pondu, la larve ensuite éclot, mange les pucerons toujours vivants mais paralysés. Et les Russes ont calculé que dans simplement 650 brins de chaume dans les toits des granges traditionnelles, ils ont compté 90 000 pucerons dans 650 brins. Et puis 650 brins, on y arrive très très vite. Alors sur un toit, c'est des millions de brins. Et en fait, ils ont étudié ça parce qu'ils se sont rendus compte que dans une région où il n'y avait jamais eu de problème de pucerons, les pratiques n'avaient pas changé. D'un seul coup, il y a eu des problèmes de pucerons. Donc les entomologistes ont travaillé longtemps, ils ont mis du temps à comprendre que c'était les toits de chaume qui disparaissaient parce que remplacés par de la tôle qui enlevaient le gîte à ces petites guêpes. J'adore ces histoires. Et si je me souviens bien, l'agriculteur dont on parle, il est près de Saint-Quentin et il a recréé des champs laniers en fait. Tous les 100 mètres, il y a une bande arborée ou enherbée. Voilà. Oui, absolument. Quand même un peu comme au XIIIe siècle. Alors si certains veulent en savoir un petit peu plus sur le cas de cet agriculteur Jacques Icter, il y a un bouquin qui vient de sortir, qui va sortir ce mois-ci, enfin ça aurait dû être en janvier, ça va être en février a priori, qui s'appelle L'agronome en action, aux éditions Éducagri. Et j'y ai participé, il y a du coup un chapitre qui explique l'histoire de Jacques Icter, avec des chiffres, etc. etc. Et c'est pas un agriculteur bio-militant, c'est un agriculteur qui assume son productivisme. Ah oui, tout à fait. Oui. Qui est à jour de sa cotisation au sein du syndicat majoritaire, donc il n'est pas du tout un militant de l'agroécologie, mais il en est venu effectivement parce que, m'avait-il dit lors d'une interview, il se souvenait que son grand-père chassait et chassait beaucoup sur ces terres et que lui ne pouvait plus chasser. Voilà par quoi on arrive. Je voulais rapidement une dernière chose, c'est que lorsqu'on parle d'agroforesterie intraparcellaire, mais c'est vrai aussi à l'extérieur, il y a une banquette herbeuse. Et cette banquette herbeuse, en tout cas en agroforesterie intraparcellaire, joue a priori un rôle très important vis-à-vis de tous ces auxiliaires, prédateurs parasitoïdes et pollinisateurs. Et c'est l'objet d'une thèse qui démarre, réalisée par Sébastien Boineau à Montpellier Supagro. Je participe au co-encadrement avec Delphine Mézières, présente par ici. Et voilà, donc c'est vraiment un rôle écologique important. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que l'on fait, que l'on espère mettre en évidence de la part de ces linéaires sous-arborés. Voilà, l'appellation que l'on a décidé de donner à ces bandes d'herbes qui supportent les arbres. Merci mesdames, messieurs. Gardez vos questions pour après, le ping-pong d'après, parce que je voudrais que ce ping-pong ait lieu sans trop de retard. Merci, monsieur, madame. Il y aura peut-être des questions pour vous ensuite. Oui, moi j'avais une question pour Jean-Pierre. En fait, ça paraît toujours très bien dans ce type d'approche, de résultats que tu nous présentes en disant voilà, il y a des espèces végétales qui peuvent avoir des pucerons spécifiques qui n'ont aucun impact sur la culture intercalaire. Pour moi, j'avais deux questions en fait. Est-ce que c'est vrai dans n'importe quel type de système, notamment par rapport au contexte en termes de richesse en biodiversité, en richesse végétale notamment? Est-ce que l'effet d'un arbuste dans un milieu très complexe par rapport à un milieu très pauvre, est-ce qu'il est le même en termes de pouvoir, de capacité à accueillir en fait cette faune d'auxiliaire? Et puis, une deuxième question, est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr que dans 10 ans, ça sera encore le cas? Est-ce que les histoires de pucerons spécifiques, dans 10 ans, est-ce que ça pourrait évoluer? Alors, je vais commencer par ta deuxième question. C'est vrai que le vivant évolue assez vite, donc on n'est jamais sûr de rien. Et ne serait-ce que... Enfin, c'est également vrai pour les ravageurs. On se rend compte que certains ravageurs changent d'hôte.
Donc effectivement, on n'est pas à l'abri de voir un jour un phytophage que l'on croit aujourd'hui être spécifique d'un ligneux quelconque passer sur un arbre fruitier, une espèce fruitière par exemple. Voilà, pourquoi pas, hein. Donc ça, je ne peux absolument pas le garantir, mais en tout cas, je n'ai pas en tête d'exemple de changement d'hôte comme ça constaté dans les années récentes, quoi. Donc voilà, mais pourquoi pas. Concernant ta première question, alors là, c'est relativement, ça serait long d'y répondre de façon complète, mais je vais essayer d'être assez rapide. Ça fait allusion à la théorie de biogéographie insulaire, à la théorie aire-espèce, à savoir que plus un habitat va être représenté sur de larges surfaces, plus il va être apte à recruter des espèces venant utiliser les ressources de cet habitat, et plus le taux d'extinction de ces espèces s'y installant va diminuer. Donc plus un habitat va être de grande taille, plus il va attirer des espèces qui vont réussir à s'y installer. Donc effectivement, et cette théorie de biogéographie insulaire ou aire-espèce, qui rejoint une autre théorie énergie-espèce, à savoir que plus il y a d'énergie sous forme de biomasse végétale dans un habitat, plus cette énergie étant à la disposition des arthropodes, enfin de la biodiversité, donc plus cette biodiversité va être importante. Et cette notion d'habitat, elle est utilisable, elle est l'image de l'habitat est adaptable à n'importe quelle échelle. Ça peut être une grande forêt, une grande prairie, comme effectivement un arbre ou un arbuste tout seul au milieu d'un champ ou dans un champ. Et le taux de recrutement, je n'ai pas été tout à fait complet, alors finalement je vais être un petit peu trop long peut-être, dans l'exposition, enfin ou l'explication de la théorie de biogéographie insulaire. Le nombre d'espèces qui vont pouvoir arriver dans cet habitat pour s'y installer dépend également de la distance du continent source. Alors maintenant, on rassemble tout ça et on l'adapte au cas des agroécosystèmes et des paysages agricoles. Plus effectivement un paysage va être pauvre en milieu semi-naturel, plus l'arbre ou l'arbuste que vous allez planter tout seul au milieu de pas grand-chose va avoir du mal à être colonisé. Et donc moins il servira, plus faible sera son impact. Mais inversement, son impact, même s'il est faible, sera plus fort ramené à l'individu. Sera plus fort que si le même individu, exactement le même, vous le plantez dans une haie déjà riche au milieu d'un paysage très riche. D'accord ? L'effet de l'individu. Donc tout ça, je conclus, ça veut dire que même si l'on plante juste un individu ou très peu dans un paysage pauvre, effectivement l'effet global va être relativement pauvre, réduit, enfin difficile à voir. Ramener à l'individu, comparé à la même plantation dans un paysage plus riche, va être supérieur. Donc il ne faut pas se décourager, il faut planter, et donc l'effet finalement sera parfaitement visible, quoi, efficace. L'effet refuge, l'effet trame verte.